bonjour chers collègues. Je tiens d'abord à remercier le comité organisateur pour cette invitation et je commence ma présentation. Donc, elle s'intitule « Comment lire un EEG ?» Comme vous le savez, c'est un sujet qui est plus pratique que théorique et très vaste, mais je vais essayer quand même de me focaliser autour de l'essentiel. Donc, pour commencer, je redéfinirai l'électroencéphalogramme comme étant cette exploration fonctionnelle qui mesure en temps réel l'activité électrique spontanée des neurones corticaux. Le signal EEG, qui correspond à la différence de potentiel électrique entre deux électrodes, est de faible amplitude et on est censé l'amplifier très fortement 1 million de fois, le filtrer, le convertir en signal numérique afin d'être visualisable sur écran. Comme vous le savez, en neurologie, la contribution de l'EEG reste très importante, elle est inchangée malgré le développement et l'avènement des techniques d'imagerie cérébrale, et ce parce que l'EEG il répond à des questions très pertinentes cliniques, aussi bien dans le domaine des épilepsies, je dirais surtout dans le domaine des épilepsies, mais aussi à chaque fois qu'on est devant une perte de connaissance brutale, une suspicion de souffrance ou encéphalopathie, dans le suivi, diagnostic et évolution des comas et dans le diagnostic électrique de la mort encéphalique. Ceci dit, en pratique courante et surtout en termes d'épilepto, l'EEG peut porter beaucoup de tort aux patients, à savoir que le tiers des patients qui sont traités pour épilepsie ne sont pas épileptiques et l'interprétation est erronée, soit à cause d'une mauvaise réalisation de l'EEG et encore plus à une mauvaise interprétation, ce qui nécessite, comme on va le faire maintenant, un renforcement de l'apprentissage en EEG avec des cursus de neurologie, formation continue et diplôme universitaire. Alors, comment on fait, en quoi consiste un apprentissage EEG? Un apprentissage EEG nécessite une bonne maîtrise de la technique et des procédures d'enregistrement, une connaissance des montages et des dérivations, paramètres d'enregistrement et de visualisation, et on a vu avec notre collègue comment on peut modifier les paramètres de montage, dérivation, sensibilité, fréquence, vitesse de défilement, afin d'avoir une bonne visualisation du tracé. Il faut connaître les rythmes EEG de base, les activités pathologiques pour estimer leur orientation épileptique ou pas, et savoir soustraire le maximum des tests d'activation, comment les réaliser. Et enfin, un électroencéphalographiste devrait savoir comment répondre à un clinicien sur son compte rendu de façon précise et nette. Commençons par les montages et les dérivations. Donc, je ne vais pas m'y attarder, ça a été bien expliqué par notre collègue. Donc, l'emplacement des 21 électrodes sur le scale va nous permettre de lire notre EEG avec différentes combinaisons d'électrodes qui se résument de façon internationale avec des montages bipolaires qui peuvent être longitudinaux, transverses ou coronales, mais aussi le montage référentiel. La lecture va se faire sur des montages à petite distance interélectrodes ou avec des distances grandes hémisphériques, voire des distances grandes interhémisphériques qui vont lier un hémisphère à l'autre. Donc, je ne reste pas beaucoup sur ça parce que ça a été bien expliqué avant. Donc, ici, l'exemple de montage bipolaire, un longitudinal et un transverse. Et vous voyez que la lecture va se faire d'avant en arrière. Pour le longitudinal complet, comme ici, les dérivations vont représenter ce qui se passe au niveau d'avant en arrière temporal antérieur, temporal moyen antérieur, temporal moyen postérieur, temporo-occipital. Donc, on aurait sillonné le lobe temporal allant de l'avant vers l'arrière, et puis les dérivations suprasylviennes, préfrontale, frontale, centrale, pariétale et occipitale. Et comme c'est signalé, un montage bipolaire veut dire que pour chaque dérivation, les deux électrodes sont actives et le signal qu'on enregistre, c'est ce qui se passe entre les deux. C'est la différence de potentiel entre les deux. C'est ça, un montage bipolaire. Pour le montage transverse, il va nous permettre
comme vous le voyez ici, de comparer l'antérieur au postérieur, mais aussi les dérivations 2 à 2, droite et gauche. Qu'en est-il du montage référentiel? Alors déjà, il est dit référentiel parce que toutes les électrodes de notre scalp vont être référées à une seule électrode de référence, laquelle est la moyenne algébrique, donc elle représente la moyenne algébrique des amplitudes de toutes les autres électrodes, de telle sorte à ce que quand on enregistre en référentiel, par exemple, si je dis la dérivation F8 A2, la seule active c'est F8, la A2 elle est vraiment passive. Et le signal quand on le lit, c'est celui qui est sous F8. C'est ça l'intérêt du référentiel, c'est qu'on lit le signal sur les électrodes qui sont liées à la A2 sans pour autant faire intervenir la référence, comme elle est inactive. Maintenant, pour la distance interélectrode. Alors, ça dépend, je dirais que ça dépend de l'objectif de notre enregistrement. Quand on veut faire un EEG chez un patient qui est épileptique, adulte, l'idéal, c'est d'opter pour des montages courte distance afin d'avoir une représentation complète de toutes les électrodes et de toutes les dérivations. L'objectif, c'est d'abord d'avoir une nette spatialisation. On aura toutes les électrodes antérieures et postérieures, donc on peut voir si l'EEG est bien organisé, bien spatialisé ou pas. Et d'autre part, d'essayer de localiser la source génératrice de la décharge épileptique parce qu'on a le maximum d'électrodes et vous allez voir après l'intérêt du montage bipolaire en termes de localisation du générateur épileptique. Quand il s'agit d'enregistrer l'enfant ou les EEG de réanimation, pour l'enfant, il faut réduire le nombre d'électrodes parce que le scalp est petit et ça permet de ne pas avoir une surcharge et donc des aplatissements de tracés par artefact. Et aussi lorsqu'on enregistre en cas de réanimation. L'objectif quand on fait un enregistrement de réa, ce n'est pas de localiser une source génératrice de crise, mais plutôt de voir l'état du cerveau. Est-ce que le cerveau est en souffrance? Est-ce que c'est un état de mal épileptique? Est-ce que c'est une encéphalite, encéphalopathie? Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir toutes les électrodes. Donc, on utilise des montages longue distance. Le dernier point sur lequel distance électrode j'aimerais insister, c'est le montage que l'on utilise dans le cas de définition de mort encéphalique, surtout lorsqu'il s'agit de protocole de greffe d'organes. Alors là, on utilise des montages, comme vous le voyez ici, longue distance, et puis un montage qui va aller de droite à gauche et de gauche à droite. Quel est l'objectif de ce montage? C'est d'essayer d'optimiser, d'avoir le minimum résiduel de l'activité électrique sur notre tracé. Parce qu'on ne peut confirmer la mort encéphalique qu'avec un tracé purement plat. Donc, il faut maximaliser tout ce qu'il y a sur le EEG, même en faisant la somme des deux hémisphères à la fois. D'accord? Donc, c'est un montage spécifique pour la définition de mort encéphalique, auquel, bien sûr, on va rajouter une bonne amplification des paramètres d'enregistrement. Maintenant, quand on fait la chirurgie d'épilepsie, l'idéal, c'est de rajouter sur avec les 21 électrodes, 3 autres électrodes basses qui vont nous donner, donc à droite et à gauche, qui vont nous donner une bonne représentation de la région temporale interne. Donc là, vous voyez là un montage longitudinal qui montre la bonne asymétrie droite, donc dérivation temporale, symétrique aux dérivations temporales, donc droit et gauche. Et là, c'est les dérivations suprasylviennes droite, suprasylviennes gauche avec les dérivations centrales. Il est aussi intéressant de rajouter les bracelets qui vont enregistrer le CG afin d'éviter d'interpréter des artefacts ECG comme anomalie 1. Et puis surtout, quand on fait la chirurgie de l'épilepsie, le patient a parfois l'aura qui consiste en une activité cardiaque, en une tachycardie ou bradycardie. Le fait d'avoir le CG concomitant est très important. Là, ça a été montré par notre collègue, donc un montage transverse
Et là, c'est le montage référentiel. Donc, vous voyez que toutes les électrodes du scalp sont liées à une seule électrode de référence qui est ici la CZ. Donc, tout ce qu'on enregistre ici, là, c'est ce qui se passe sous F8, sous T4, sous T6. L'électrode de référence n'intervient pas dans ce type de montage. Alors là, c'est le montage longue distance que l'on a, par lequel on lit l'EEG chez le nourrisson. Donc, chez le nourrisson, on a juste 4 électrodes à droite, 4 à gauche, et ça permet de ne pas avoir cet encombrement stérique qui peut fausser la lecture. Quant à les paramètres de visualisation, ça a été expliqué par ma collègue. Donc, on est en mesure de choisir son amplitude, le filtre adéquat, la vitesse, mais il faut rester raisonnable dans ce choix. Rester raisonnable dans le sens à mieux visualiser les rythmes antéro-postérieurs, mais ne pas dissimuler ou modifier les caractéristiques sémiologiques des graphoéléments pathologiques. Des fois, quand on défile très lentement ou avec des amplifications très importantes, très basses, on risque de faire disparaître le grapho-élément pathologique quand il y en a. L'idéal comme paramètre, c'est une sensibilité entre 7 à 10 microvolts millimètre. Dans les filtres, on utilise le filtre éjecteur à 50 Hz. La haute fréquence, il faut utiliser un filtre à 35 Hz. On peut toujours changer en fonction du type de tracé, mais l'idéal, c'est 35 Hz. Et juste pour savoir, le filtre haute fréquence, ça permet de supprimer toutes les fréquences rapides, en l'occurrence ici, toutes les fréquences qui dépasseraient 35 Hz. Low frequency, donc le filtre qui va supprimer les fréquences très lentes, est idéalement mis à 1 Hz. Et le balayage, dans les pays européens et africains, on utilise du 15 mm/s. Les anglo-saxons lisent plus avec 30 mm/s. Et l'idéal, c'est d'apprendre une ou l'autre des vitesses de défilement parce que ça peut changer du tout au tout dans l'apprentissage surtout. Donc là, je vous montre un tracé qui n'a pas été filtré, les paramètres tels qu'il a été enregistré. Et vous voyez là qu'on est très surchargé en temporal gauche par un artefact de secteur, là et là, et qu'on ne peut pas comparer droit et gauche. S'il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre lobe temporal gauche, on ne saurait pas l'interpréter. Et là, quand on utilise le filtre haute fréquence, déjà, on nettoie beaucoup. Filtre éjecteur, vous voyez que l'EEG est très, très bien lisible. Passons maintenant aux bases fondamentales de lecture. Là, l'EEG à lire proprement dit. Donc là, il est intéressant d'envisager une lecture par étapes. Alors, premier step, c'est analyser l'activité de fond. Quand on analyse l'activité de fond, ça veut dire qu'on va se rendre compte, est-ce qu'il y a déjà une bonne spatialisation du tracé, c'est-à-dire une bonne représentation topographique des rythmes, leur amplitude, leur fréquence. Après, on est censé aller voir est-ce qu'il y a une symétrie ou une asymétrie du tracé, la réactivité du tracé, très important. Repérer et surtout analyser la sémiologie des graphoéléments pathologiques, paroxystique, non paroxystique, on va voir tout ça, et apprécier la réponse au test d'activation de ces anomalies s'il y en a. Alors, je vais me focaliser surtout sur le rythme physiologique de l'adulte parce que, comme vous le savez, si on entame l'enfance, c'est chaque gamme d'âge, elle a ses propres rythmes. Les états de vigilance, chaque état de vigilance a ses propres rythmes. Donc, je vais me focaliser sur adulte, phase de veille. Donc, les ondes cérébrales enregistrées sur un EEG sont caractérisées par leur morphologie, fréquence, amplitude, topographie et réactivité. Et en fonction de leur bande de fréquence, on va les classer en ondes bêta, alpha, theta et delta. Le rythme bêta, c'est le rythme le plus rapide comme bande de fréquence. Il est supérieur donc à 13 Hz, d'amplitude faible, vous le voyez là en dents de scie, localisation préférentiellement antérieure, et c'est le rythme de la veille attentive. Donc, quand le patient est en cogitation, que ses yeux soient ouverts ou fermés, l'EEG va avoir comme rythme l'activité bêta et pas le alpha comme rythme de fond. Le rythme alpha, c'est le rythme qui est situé entre 8 et 13 cycles secondes, comme vous le voyez ici. Amplitude moyenne de 50 microvolts, elle varie entre 20 et 100. Localisation postérieure,
donc par une tempore occipitale. Et c'est le rythme que l'on va enregistrer à chaque fois que le patient est vraiment dans un état d'accalmie, yeux fermés, pas d'activité motrice et pas d'activité intellectuelle non plus. Relaxation maximale. Et c'est un rythme qui est caractérisé par sa réactivité à l'ouverture des yeux. Quand on demande au patient d'ouvrir les yeux, on va dégrader ou annuler le rythme alpha. Le rythme θ, et c'est le rythme alpha, c'est lui qui constitue le rythme de fond chez un adulte en relaxation. C'est lui qu'on cherche à enregistrer dans nos EEG d'adultes. Le rythme θ, alors c'est un rythme qui est moins ample que le alpha, un peu moins fréquent que le alpha, un peu plus ample. Il est d'une fréquence 4 à 7 Hz, localisation centrotemporale puisque le générateur est limbique, et il est retrouvé dans différents états de vigilance. On va le trouver dans la phase de veille, mais surtout chez l'enfant, comme c'est un rythme intermédiaire entre les rythmes du nourrisson et les rythmes d'adulte, dans les phases d'endormissement et du sommeil léger, mais aussi au sein du sommeil paradoxal. Quant au rythme delta, le rythme le plus lent des activités EEG, il a une fréquence inférieure à 4 Hz, une grande amplitude et il caractérise surtout le sommeil lent profond dans son état physiologique, bien sûr. Donc là, je récapitule un petit peu. Les rythmes delta et θ, respectivement, pendant le sommeil long profond et le sommeil léger, donc c'est des rythmes physiologiques pendant le sommeil. Si on les trouve pendant la phase de veille, ça peut être considéré, c'est considéré comme anomalie. Et les rythmes alpha et bêta qui caractérisent la veille, un en antérieur pour le alpha et le bêta, le alpha pour les dérivations postérieures et le bêta pour les régions antérieures. Donc là, l'exemple d'un EEG bien spatialisé, hein, vous voyez ici les dérivations temporales allant de l'antérieur vers le postérieur, donc on est en train de faire ça. Leur corollaire à gauche, dérivation suprasylvienne antéro-postérieure, droite et suprasylvienne gauche. Et vous voyez ici le rythme alpha, beau rythme alpha d'ailleurs, en fuseau, hein, sur les dérivations postérieures. Il est symétrique, très joli alpha. Et vous voyez ici le rythme bêta en dents de scie qui est très fréquent. Le rythme alpha peut vêtir plusieurs aspects. En l'occurrence, on vient de le voir là, en fuseau, là, c'est un rythme assez continu. On le retrouve ici en postérieur, mais vous voyez que ce n'est pas en fuseau, il est plus continu. Là, c'est pour montrer la réactivité de l'alpha. Donc, vous avez un patient, yeux fermés. Dès qu'on lui demande d'ouvrir, on annule le alpha. Il est très peu représenté là, pour reprendre dès que le patient ferme ses yeux. Ici, d'autres types de distribution du rythme alpha, c'est le alpha diffus. Donc, vous voyez qu'il est là, hein, en occipital, mais qu'il diffuse sur les dérivations centro-rolandiques. Et c'est le plus souvent, c'est le rythme du sujet âgé. Pareil ici, un rythme alpha, vous voyez qu'il est presque plat, mais ce n'est pas plat. C'est le rythme très peu volté qui existe chez environ 5% des personnes. Là, c'est l'activité bêta. Donc, le patient, quand on voit ce rythme comme ça, alors que le patient est entre guillemets normal, c'est quelqu'un qui, yeux ouverts ou fermés, il cogite. Et quand on cogite, comme je l'ai dit, c'est le rythme bêta qui constitue notre rythme de fond. Quand on s'endort, ben, on va éliminer le rythme alpha progressivement avec l'endormissement et puis acquérir des rythmes plus lents. Comme vous le voyez ici, endormissement et stade de sommeil lent léger, l'activité alpha disparaît et on fait apparaître plus des rythmes lents de la bande de fréquence θ, comme vous le voyez ici, en sommeil léger. Et puis, plus on approfondit son sommeil, plus les rythmes lents apparaissent, comme vous le voyez ici au sommeil profond, ce fameux rythme delta très ample et très lent, pour aller au sommeil paradoxal et reprendre des rythmes qui rappellent l'EEG de veille alors que le patient est profondément endormi. Qu'en est-il maintenant des activités EEG pathologiques? Donc, je prétendrai pouvoir faire une systématisation des activités pathologiques, mais je vais juste classer très brièvement en activités paroxystiques et activités non paroxystiques.
Activité paroxystique, elle va se définir par toute activité qui a un début et une fin brusque, qui va se détacher nettement de l'activité de base par sa fréquence, sa morphologie ou son amplitude. Côté amplitude, il est au moins 2 fois plus ample que la moyenne du rythme de fond. La présence de ces anomalies lorsqu'elles sont paroxystiques, elle permet de retenir le caractère épileptique, mais il faut s'en méfier. Des fois, on a des anomalies paroxystiques, mais qui ne renvoient pas vers l'épilepsie. On va les voir à la fin. Et ces patterns paroxystiques peuvent être soit focalisés, comme on va le voir dans les épilepsies focales, ils vont occuper un siège, soit latéralisés, occupant tout un hémisphère, par exemple, ou généralisés. Et quand on dit pattern paroxystique généralisé, on vise les patterns surtout que l'on voit dans les épilepsies idiopathiques, donc généralisé, début, fin brusque et hypersynchrone sur les deux hémisphères. Sur la base de la morphologie, on va pouvoir distinguer 4 types d'anomalies élémentaires. On parle de la bande T4, la pointe, pointante, coulis-pointe et coulis-pointante. Pointe, c'est cet élément très aigu qui va émerger du rythme de fond, se détachant par, comme vous le voyez ici, une phase ascendante, une phase descendante, et avec une durée de 20 à 70 millisecondes. Jamais on va mesurer cette distance quand on fait le EEG, mais on va s'y habituer visuellement quand on fait l'interprétation. Alors, il est à savoir que la polarité de la pointe peut être négative, comme c'est le cas ici, orientée vers le haut ou orientée vers le bas, donc polarité positive. Par convention, toutes les pointes qui sont orientées vers le haut orientent plus vers l'épilepsie, alors que les pointes orientées vers le bas orientent plus vers les grapho-éléments physiologiques inhabituels. Par ailleurs, la pointe peut être monophasique, comme c'est le cas ici, donc une phase négative, ou alors biphasique, vous voyez ici, une phase négative en haut et une phase positive en bas. Après la pointe, on voit le pattern très typique dans l'épilepsie, la pointante, qui, comme son nom le décrit, il y a une pointe suivie d'une onde lente qui peut être soit isolée ou en bouffée paroxystique. Passons maintenant à la polypointe. Donc, la polypointe, c'est une salve de pointes. Voilà, un grand groupe de pointes allant de 2 à 6 ou 8 pointes qui vont apparaître en un laps de temps très court. Alors, on peut trouver soit les polypointes, soit des polypointes suivies d'une ou de plusieurs ondes lentes, comme vous le voyez là. Hein, et c'est un pattern, quand on trouve ce pattern polypointe-polypointante, on est censé chercher les myoclonies d'un point de vue clinique. C'est le pattern qui oriente vers la présence de myoclonies, donc épilepsie myoclonique, qu'elle soit bénigne ou progressive, mais en tout cas, cherchant la myoclonie. Je passe maintenant à, je vous montre quelques patterns paroxystiques typiques. Donc ici, chez une patiente qui nous a été orientée pour troubles de concentration, vous voyez un EEG d'enfant, il est un peu lent parce que c'est l'enfant. Donc, EEG de l'enfant, normal, et dès qu'elle se met à hyperventiler, deuxième minute de l'hyperventilation, apparaît une décharge paroxystique, début et fin brusque, début brutal, fin brutal, et la particularité de cette décharge qui est apparue au cours de l'hyperventilation, c'est la rythmicité du grapho-élément pointante à 3 Hz. Donc, on va trouver une pointante, 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 3 par seconde, et ainsi de suite, toute la durée de la décharge. Et là, c'est le pattern typique de l'absence. Un patient chez qui on suspecte l'absence, chez qui on fait une bonne hyperventilation, je dirais une hyperventilation, une fois, 2 fois, voire 3 fois pendant un enregistrement, s'il ne montre pas ce pattern, il n'a pas d'épilepsie de l'enfant ou de l'adolescent. Un deuxième pattern à connaître dans les épilepsies généralisées, c'est le pattern myoclonique. Donc, un patient qui est venu pour crise généralisée, on fait le EEG, et vous voyez sur un rythme strictement normal, hein, bien spatialisé d'ailleurs, apparaître, quand on fait la SLI, une décharge paroxystique généralisée, elle est là sur toutes les électrodes, début fin brusque,
mais surtout la particularité courte, d'accord, et elle est faite de pointes et de polypointes ondes. Donc, c'est le caractère, vous le voyez bien ici, donc polypointe suivi d'une salve d'onde, c'est le pattern qui oriente vers l'épilepsie myoclonique. En l'occurrence ici, vu l'âge et vu le rythme de fond, ce fut l'épilepsie myoclonique juvénile. Pour les épilepsies focales, alors il y a des petites indications, comme on l'a dit, on choisit les montages et le type de montage par rapport à une bonne visualisation des grapho-éléments épileptiques. Donc ici, chez un patient qui présente une épilepsie temporale qu'on a explorée dans le cadre de chirurgie, vous voyez en FP1, F7 des pointes assez monomorphes qui se répètent de façon presque périodique sur la dérivation temporale antérieure gauche. Il diffuse un petit peu sur les dérivations frontales, mais le fait que ça soit plus ample sur la dérivation temporale antérieure que sur la dérivation frontale nous oriente déjà vers la source. Donc, on a une anomalie pointue qui est sûrement plus temporale antérieure. Deuxième orientation, à partir de ce tracé, c'est que ces patterns sont presque périodiques, c'est la pseudo-périodicité là. Quand on voit un pattern pseudo-rythmique, pseudo-périodique, il est important d'orienter le radiologue vers la suspicion d'une dysplasie. Parce que souvent, les dysplasies sont très difficiles à trouver par le neuroradiologue et le plus souvent, on a du mal à les trouver sur une IRM lorsque la finesse n'est pas qui est à moins de 1 Tesla. Donc, quand on oriente le radiologue avec ce pattern, il peut aller chercher la dysplasie et la trouver, comme ce fut le cas pour ce patient qui a été d'ailleurs opéré. Deuxième type d'orientation sur un montage bipolaire, c'est celle-là. Donc ici, un patient qui avait une épilepsie temporolatérale sur un syndrome HHE, et vous voyez qu'on a sur les dérivations temporales gauche des pointes, surcharge de pointes, ici sur FP1, F7, sur F7, T3 et T3, T5, donc un foyer assez large parce qu'il s'agit là d'une épilepsie temporale postérieure. Et vous voyez surtout, j'aimerais attirer votre attention sur cette opposition de phase. Une pointe vers le bas, une pointe vers le haut. Quand on fait la chirurgie de l'épilepsie, on adore trouver ces oppositions de phase qui ne se voient correctement que sur les montages bipolaires. Et cette opposition de phase va nous orienter vers le générateur de notre épilepsie et qui est ici, comme vous le voyez, sur T3. Donc, les deux dérivations, les pointes vont se retrouver autour de la dérivation source qui est ici T3. Donc, une bonne orientation aussi pour le radiologue et pour le chirurgien. Là, j'ai fait un petit aperçu sur les activités paroxystiques. Voyons voir ce qu'il en est pour les activités pathologiques non paroxystiques. Alors là, c'est tout ce qui oriente plus vers la souffrance cérébrale que vers l'épilepsie. Et c'est surtout les rythmes rapides ou les rythmes lents pathologiques qui vont nous, dans ce cas de profil, on va trouver une activité de fond mal organisée, pas spatialisée, avec des éléments lents ou rapides qui vont être soit localisés, soit diffus. Et là, j'insiste sur le terme diffus parce que même si, pour ce type de pattern, même si l'anomalie est là, elle est un peu partout, il y a un peu partout. Elle n'est pas bilatérale, synchrone et émergent sur un rythme de fond qui est normal ou pathologique à côté. C'est quelque chose de diffus sur tout le tracé, un peu partout, comme je viens de dire. Alors, ce type de pattern diffus, rapide ou lent va orienter étiologiquement vers les anomalies vasculaires, traumatiques, infectieuses ou tumorales. On en trouve l'activité θ pathologique, donc le 4-7 secondes lent pathologique, activité delta, rythme très long pathologique, et en fonction de l'aspect de ce delta, est-ce qu'il est monomorphe de grande amplitude ou polymorphe irrégulier, vous allez voir sur les plaques que ça peut orienter vers des pathologies différentes. L'activité rapide pathologique caractérise surtout les encéphalopathies infantiles
et la dépression d'électrogénèse, qui est une grande diminution de l'amplitude unie ou diffuse, unilatérale ou diffuse, et qui est souvent de mauvais pronostic. Quelques patterns à voir, donc non paroxystique. Donc ici, un patient que nous avons reçu dans le cadre d'une épilepsie focale avec hémiparesthésie, donc crise généralisée secondaire, qui commence par une hémiparésie, des paresthésies au niveau du membre supérieur gauche. Et vous voyez à l'EEG, cette souffrance focale, donc le rythme antérieur, il est correct. Le rythme postérieur, vous voyez qu'il est très, très lent. C'est du delta polymorphe irrégulier. Et là, c'était une orientation pour faire une imagerie à ce patient et qui a dévoilé un astrocytome pariétal droit. Donc, anomalie lente focale. Ici, un EEG complètement asymétrique, donc ralenti à droite, normal à gauche, et c'est ce ralentissement delta, il oriente donc vers une asymétrie. Ce fut le tracé chez un patient qui présente un AVCI droit. Bien sûr, c'est un patient qui a l'AVC, mais qui ne fait pas de crise. Vous voyez juste la souffrance, pas de grapho-élément paroxystique dessus. Alors là, un autre pattern dans les souffrances, et vous voyez que cette fois-ci, le pattern, il est bien diffus sur toutes les dérivations, mais on ne peut pas latéraliser, on ne peut pas dire qu'il est généralisé début fin brusque, on ne peut pas dire qu'il est là ou là-bas, il est un peu partout, un peu majoritaire sur les dérivations antérieures, ample et monomorphe, et là, ça oriente très fortement vers l'hypertension intracrânienne. Alors, on a vu quelques exemples d'activité paroxystique et non paroxystique, épileptique et non épileptique. Maintenant, on va faire un petit survol sur les activités paroxystiques périodiques qui ne sont pas à connotation épileptique, donc paroxystique, mais non forcément épileptique. Et là, bien sûr, bon, la systématisation de Gash en 71 a permis de définir d'abord l'activité périodique paroxystique comme étant une activité qui est paroxystique, donc début-fin brusque, qui est stéréotypée. On va avoir le même grapho-élément sur toutes les dérivations et tout au long du tracé, qui atteint d'emblée son maximum d'amplitude. Donc, tous les grapho-éléments vont avoir la même amplitude, qui va survenir à répétition. Les patterns seront séparés par un intervalle de temps. En fonction de cet intervalle de temps, on va pouvoir classer ces patterns périodiques en activités périodiques courtes et longues, et on va avoir des orientations. Donc, la topographie et la répartition de ces grapho-éléments va pouvoir nous donner des orientations aussi bien diagnostiques, étiologiques que pronostiques. À signaler quand même que ces patterns, pour dire qu'on a une activité périodique, il faudrait que ça surcharge le tracé dans sa globalité. On va les trouver sur les 20 minutes d'enregistrement. Et ces patterns périodiques qui n'ont pas forcément la connotation épileptique, on va voir les étiologies probables, ne sont pas rythmiques. L'activité, quand c'est rythmique, c'est-à-dire que l'intervalle entre les pics est néant, on va aller plus dans les activités rythmiques d'origine épileptique. C'est ce qu'on enregistre dans les crises d'épilepsie. Donc là, l'exemple chez un patient qui a un AVC droit, donc vous voyez que l'EEG est ralenti, plus ralenti à droite, et vous voyez ces pointes lentes, bilatérales, monophasiques ou biphasiques, qui sont unilatérales sur un seul hémisphère, ici l'hémisphère droit, et qui se répètent de façon périodique 1 à 3 secondes. Donc, périodicité courte inférieure à 3 secondes. Ce pattern, il est qualifié de PLEDS, donc Periodic Lateralized Epileptiform Discharge, qui qualifie certaines étiologies, en l'occurrence les AVC et les encéphalites herpétiques. Et vous voyez ici, il y a des pointes, il y a un paroxysme, il est périodique, mais il n'oriente pas du tout vers l'épilepsie. L'orientation principale des PLEDS, c'est qu'il y a un hypométabolisme, plutôt un hypermétabolisme dans une structure donnée. Donc, c'est plus un problème métabolique que épileptique.
Là, j'ai emprunté cette plaque de la littérature parce que je trouve qu'elle est très jolie pour représenter l'encéphalite herpétique. Donc, ici, en temporal gauche, vous voyez une pointe lente qui se répète, une courte périodicité temporale. Quand on a un patient qui est confus ou qui a un problème d'hyperthermie et qu'on se trouve ce pattern, il faut le secourir très rapidement et passer au traitement de l'encéphalite herpétique. Un autre pattern important à reconnaître, c'est la fameuse onde lente triphasique. C'est un complexe, on dit des ondes en M, comme c'est le cas ici. Donc, on voit trois phases, une phase négative, une phase positive, une autre phase négative. Et ils peuvent être soit diffuses, donc ces ondes lentes triphasiques, elles sont diffuses préférentiellement en antérieur. Et la particularité de ces patterns, c'est qu'ils orientent très fortement vers l'encéphalopathie, en l'occurrence métabolique. Et la particularité du tracé, vous voyez qu'il n'est pas spécialisé, il est ralenti, qu'on a ces patterns en ondes triphasiques, mais qu'il est quand même réactif. Contrairement, par exemple, à l'état de mal épileptique, on ne va pas voir la réactivité du tracé. Donc, vous voyez là, à l'entente d'un bruit, le patient ou au sommeil ou à l'ouverture des yeux, on va avoir une réactivité du tracé, pattern qui oriente très fortement vers l'encéphalopathie métabolique. En l'occurrence ici, c'était un patient sérotique. Et un des patterns qu'on garde, c'est comme pour les patterns absence. Quand on le voit une fois, ça reste en mémoire. On dirait l'activité ECG, c'est une pointe ou un complexe triphasique qui va se répéter toutes les secondes, voire une fois toutes les 2 secondes, sur un rythme de fond complètement détérioré. Donc, un tel pattern, quand on le voit, on pense avant tout au Creutzfeldt-Jakob. Donc, c'est ce qu'on qualifie de GPEDS. Tout à l'heure, on a vu les PLEDS, donc Periodic Lateralized Epileptiform Discharge. Là, c'est Generalized Epileptiform Discharge. Et je finirai mes patterns paroxystiques par le tracé qu'on n'aimerait pas voir, mais on est obligé de poser ce diagnostic de mort encéphalique. Et vous voyez qu'il est strictement plat, malgré les amplifications et malgré le changement de montage. Souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, on va le voir sur un montage interhémisphérique pour essayer d'optimiser au maximum un résiduel d'activité s'il y en a. Donc, quand on pose ce diagnostic avec d'autres techniques, on peut se permettre, bien sûr, quand on fait partie d'un protocole, d'une équipe de protocole greffe d'organes, on peut se permettre la greffe sur cette base. Et donc là, on a vu la majorité, grosso modo, mais très brièvement, des patterns paroxystiques épileptiques, non paroxystiques. Docteur Lahjoujj, il reste quelques minutes. Je finirai à temps, Inch'Allah. Donc, les patterns pathologiques paroxystiques ou non, on a vu les patterns paroxystiques mais non épileptiques et très brièvement un clin d'œil sur les patterns qui gênent l'interprétation, qui sont les artefacts et les graphoéléments physiologiques inhabituels. Ça va être traité dans d'autres cours, donc je fais juste un clin d'œil. Ici, l'exemple d'un patient qui en a un ralentissement antérieur fronto-temporal bilatéral qui peut être interprété comme souffrance, mais quand on demande au patient soit d'ouvrir les yeux, soit on bloque, si on s'en aperçoit sur le plan technique, on bloque le globe oculaire, on voit disparaître ce pattern qui peut être très trompeur. Donc, c'est le globe oculaire, c'est l'oscillation horizontale des deux globes oculaires qui donne ce fâcheux artefact et que l'on retrouve sur pas mal de tracés. L'autre bémol l'autre gène de l'EEG, c'est les graphoéléments physiologiques inhabituels. Ici, je montre l'exemple du rythme de volée, qui est ce rythme toujours unilatéral, qui correspond à une amplification des rythmes qui sont face à la brèche osseuse. Et comme vous voyez ici, un patient opéré pour
astrocytome pariétal droit. En post-op, on contrôle son EEG et on peut facilement l'interpréter à tort comme préservation d'anomalies paroxystiques alors que le patient ne fait plus de crise et c'est juste le rythme de volée. Donc, compte rendu maintenant, il faut être précis, concis, tenir compte de deux grands paramètres. Le premier, il est plutôt technique et c'est la formation du technicien, c'est l'importance des annotations de tout ce qui se passe dans la salle d'enregistrement. On doit avoir en annotation l'état du patient, calme, agité, anxieux, stade de vigilance, conditions d'enregistrement, y a-t-il eu des artefacts évidents pour le technicien ou pas. Donc, former un bon technicien, c'est crucial quand on veut faire une bonne lecture d'EEG. Et le deuxième qui est pour orientation pour l'électroencéphalographie, c'est le renseignement clinique. Jamais on est censé interpréter un EEG sans avoir de bons renseignements cliniques parce que l'EEG, c'est répondre aux cliniciens. Donc, âge, très important à connaître parce qu'il y a la maturation cérébrale et l'EEG change en fonction de l'âge et des stades de vigilance, donc important à avoir sur le bon. Antécédents personnels et familiaux et surtout une symptomatologie détaillée à laquelle on est censé répondre. Par ailleurs, ça c'est très important à soustraire, quand on fait un bon EEG, on peut, nous aussi, électroencéphalographistes, poser la question en retour aux cliniciens parce que des fois, on va voir des grapho-éléments qui ne renvoient pas vers la situation clinique. Et à ce moment-là, une discussion clinico-électrique est importante. Et donc, pour un modèle de compte rendu, identité, âge du patient, conditions d'enregistrement, type d'enregistrement, ça doit figurer sur notre compte rendu. Renseignement clinique avec la situation clinique, donc c'est ça la question du clinicien pour l'électroencéphalographiste. Réponse de l'électroencéphalographiste, interprétation, donc activité de fond claire. Est-ce qu'on a un rythme de fond bien spatialisé avec les rythmes qu'il faut en fonction de stade de vigilance ou pas? Est-ce qu'on a des anomalies au repos? Est-ce que les anomalies, si on les a déclenchées, est-ce qu'ils s'activent à la ICLI et l'HPN? Donc, phrase ou deux phrases par rubrique. Et on doit conclure, en fin de compte, activité de fond normale, symétrique, asymétrique ou pathologique, anomalie présente ou absence, avec un clin d'œil clinique pour le clinicien. Est-ce qu'on confirme la situation clinique qu'on a reçue? Est-ce qu'on pose des questions, comme je l'ai dit, aux cliniciens, s'il y a question de redressement diagnostique? Et là, justement, je vous laisse ici l'exemple d'un rapport sur lequel on a redressé le diagnostic d'une épilepsie focale vers une épilepsie généralisée idiopathique. Et donc, bien sûr, c'est un patient qui s'était beaucoup aggravé et grâce à l'EEG, on a redressé vers une EMJ et il y a eu l'arrêt de la carbamazépine qui l'avait aggravé. Donc là, je vous laisse à votre apprentissage et je vous remercie et je vous dis, on a appris un peu, on continuera à apprendre, à élargir notre apprentissage, mais surtout pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est le seul moyen qui permet de bien consolider tout ce qui est apprentissage en EEG. Je vous remercie.